Et, un peu plus haut, là où ils ont coupé les sapins, mais c'était extraordinaire. Ouais, ouais. On avait l'impression de partir en avion. Alors on repérait toujours avec mon ami. Alors on partait, on sortait du collège, on montait là, et puis on cherchait des grandes branches de bois mort, Ouais. et on attrapait une branche très haute de sapin. D'accord. Hein, et je peux vous dire qu'on tirait, on tirait, et celle qui était accrochée, elle partait là. Jamais nos parents nous ont vus. Bonjour Madame Guichard. Bonjour Mathis. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, ben bon voilà, je suis Suzette Guichard, mon nom d'origine c'est Suzanne, mais tout le monde m'appelait Suzette. Je suis née en 1930, c'est bien loin, puisque je vais avoir 87 ans à la fin août. Et je suis née dans le château. Alors, je vais vous dire souvent, parce que nous on avait la consigne par mes parents de ne jamais prononcer le mot château. Ah oui. On était là, nous c'était notre maison, et quand mes parents ont construit la partie hôtel, ils ont appelé ça le nouveau bâtiment. Et donc nous on était dans l'ancien bâtiment. Et le personnel, il lui était demandé de ne jamais prononcer la partie château ou la partie hôtel. Il n'y avait que quelques clients habitués qui disaient « moi je veux toujours la même chambre, mais celle du château ». C'est vrai que la vie que j'ai menée, c'était ce bâtiment, ce château, c'était quand même très spécial. Parce que sous la partie là qu'ils vont sûrement supprimer, là, quand ils vont le retaper, la partie longue là, il y avait donc le salon, mais dessous, au sous-sol, il y avait une espèce de souterrain. Et ce souterrain, ben, ils l'ont taillé et tout au fond du souterrain, mon père avait fait installer une chaudière. Quand justement, c'est pour ça que l'autre jour vous regardiez chauffage central, c'est à l'époque où il n'y avait pas de chauffage central dans les maisons. C'est pour ça que c'était la chaudière qui reliait, qui chauffait l'ancien bâtiment. Voilà. Et là, bon, ben, quand on était sotte, papa nous disait, je vous descends au souterrain. Voilà. Alors voilà, ça c'est une partie du parc. Dans la deuxième partie, en bas, vous voyez, il y a les transats des clients. Alors ça c'est toujours là. Voilà la partie là qui va être démolie, c'est celle-là, là, le bout là. Et avec les photos. Là c'était un petit peu le style un peu la façade de l'hôtel Splendide, là, comme c'était fait. Et là c'est toujours la partie château, et avec la route qui monte, là, qui sort là en dessous. Et là c'était l'arrière. Donc, voyez, on voit encore un peu des choses de service. Ils allaient régulièrement à la glacière de Corançon. Vous avez dû en entendre parler, je pense. Peut-être à Corançon, maintenant il n'y a plus rien, mais c'est encore un lieu d'excursion, un petit peu, la glacière de Corançon. Et ils allaient chercher des blocs de glace. Et là, sous l'immeuble Les Jonquilles, il y avait un mamelon, un peu, et mon père a fait percer. Et quand ils allaient chercher de la glace, le camion, ou la charrette, je ne sais plus quoi, non c'était le camion, versait les blocs de glace dans le trou et pouvait la récupérer par-dessous aussi. Mais ça avait été tout taillé pour l'hôtel en fait, si vous voulez.
D'accord. C'était toute une façon de vivre qui était spéciale, quoi. Mais le mieux, c'était quand même l'histoire de ma tante, qui était une vieille demoiselle, et qui avait, j'avais un oncle, un grand-oncle que je n'ai pas connu, moi, qui est mort à la guerre de 14, en venant de la guerre de 14. Et elle avait, elle, toutes les médailles, toutes ses décorations et tout. Et elle avait dit, mais elle avait peur, elle disait, s'il voit cette décoration, qu'est-ce qui va se passer, on va nous tuer et tout. Bon, autant les jeunes, on était décontractés, mais enfin, il y avait des personnes âgées qui étaient, bon, elle n'était pas très âgée à l'époque quand même, mais enfin, qui avaient dit, mais non, non, il faut les cacher, il faut les cacher. Et puis elle les avait mises dans une boîte à biscuits. Elle avait tout mis, des papiers, des décorations, des rubans, enfin tout un tas de trucs, et des tablettes de chocolat. Voilà, parce qu'elle adorait le chocolat. Et donc elle est allée enterrer, elle a dit, il faut que je me débrouille, mais elle ne nous l'avait pas dit. Elle ne nous l'a pas dit. Elle est descendue, je pourrais vous le montrer, l'endroit où elle a enterré sa boîte de biscuits. Elle l'a enterré dans un petit bosquet du fond du parc. Puis ils sont arrivés après, donc les Allemands, et quand et ça allait assez mal quand même, elle a dit, mais il ne faut pas qu'ils trouvent ça, ils vont tout me prendre. Et elle a dit, je vais le récupérer. Et elle est partie, toujours sans rien dire, parce qu'on l'a obligée à nous raconter après. Et elle est descendue dans le bosquet, et il y avait un canon, juste un canon avec la fût de canon, et dessous il y avait la boîte de biscuits bruns enterrée. Et elle y est allée. Mais malheureusement, en arrivant sous la fût de canon, elle s'est rendue compte qu'il y avait un Allemand qui dormait. Il était couché, il était allongé, et il dormait. Alors elle a quand même gratouillé dans les feuilles et tout, et elle a récupéré sa boîte. C'était trop tard. Alors il s'est mis à crier, il a appelé les copains et tout, et ils se sont tous rués autour d'elle, et ils lui ont arraché la boîte. Elle était arrivée, moi je la vois bien, toute décoiffée et tout, mais ils ne l'ont pas bousculée. Et elle est arrivée à la maison, donc, et en larmes, Elle a dit, ben, j'ai récupéré, mais ils m'ont pris tout mon chocolat. Et voilà. Alors ça fait rire toute la famille. Et puis au moment de la guerre, donc, l'hôtel, il n'y avait plus personne, l'hôtel fermait. Et c'est le moment où les Polonais sont arrivés. La Croix-Rouge polonaise est venue, prospectait donc pour abriter, si vous voulez, des élèves d'un grand lycée polonais qui se réfugiaient par l'invasion des Allemands. Et donc j'ai passé toute ma guerre, et jusqu'à ce que je me marie, à l'hôtel. Je voyais peu mes parents parce que c'était très grand, il y avait 20 employés, et donc tout le monde avait son travail. Et il est vrai que même avec des amis, dont Madame Matzin de l'hôtel de Paris, la vie des enfants de grands hôtels ont très peu de vie de famille. Voilà.
nous n'avions plus de clients et ça a été remplacé par les Polonais. Voilà, alors il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Et une vie très spéciale, enfin très spéciale, très bien. Et parce que c'était tous des enfants de réfugiés ou de grands hommes en herbe, si vous voulez, qui venaient, qui étaient réfugiés là. Il y a les premiers qui sont arrivés, c'était des hommes, garçons qui avaient 20 ans et qui sont partis en Angleterre. C'était une pause. Et puis, il y en a eu aussi des enfants d'émigrés qui étaient dans le Nord. Quand les Allemands sont venus, ils sont venus là aussi. C'était plus de mon âge, quoi. Et puis il y a eu le moment de la résistance dont vous parliez, où les Allemands sont arrivés. Et ils sont tous arrivés. On était très inconscients, nous les jeunes. On nous a dit, ils arrivent, ils sont en bas du bois de la Molière. On est allé les voir à la patinoire pour bien les voir. Voyez. On était complètement inconscients parce qu'ils arrivaient quand même à la baïonnette au canon. Et puis ils ont envahi tout le parc là, avec tout leur matériel. Donc le jour où ils sont arrivés, ils ont amené une mitrailleuse dans la partie de devant. Là, ils ont fait sortir tout le monde. Il y avait tous les élèves, il y avait tout le personnel, il y avait les professeurs, les directeurs, ils étaient tous là, ils sont restés du matin au soir, debout dans la cour. Et ils ont eu une pomme, je crois, pour midi, pour manger. Mais il n'y a pas eu un cri, pas une réflexion, ils n'ont pas bougé. Mais là, nous, on était cachés dans la partie, là, chez nous, et on regardait par la fenêtre, parce que c'était très affolant, quoi. Et c'est donc tout lié avec la résistance, et voilà. Mais donc ils ont dit non, ça devait être brûlé, et c'est grâce au directeur qui était, M. Berrière, qui a discuté avec les officiers et le maire de Villars, qu'ils ont sauvé quand même toute cette partie-là. Ils n'ont pas emmené de garçons. Oui, ben voilà, ils étaient là, ils sortaient parce que l'entrée est en retrait, ils étaient tous là, alignés devant la salle à manger, et il y avait la mitrailleuse qui était un peu en haut, quoi. Voilà, ben là, on le voit bien. Là, la mitrailleuse était par là. Et ils étaient, eux, ils étaient tous là, la journée où ils sont restés. 250 personnes. Voilà, c'est ça. Bon, je sais que maman est venue nous réveiller un jour, c'était en pleine nuit, venez vite voir, ils s'en vont. Parce qu'en fait, le maquis de Versailles, encore, ça a duré 4 jours, là, ici à Villars. Et ils sont partis. C'était tout dans le noir, on les a vus partir avec les camions. Et puis voilà, ça c'est une anecdote de l'hôtel, de ma vie. Et moi, ils sont arrivés, j'avais 10 ans, 10, 11 ans, quoi. Et ils sont partis, j'en avais 16, quoi. Ouais, alors c'était vraiment ma jeunesse, quoi. Alors, moi, quand on m'a posé la question, c'est une partie de votre vie, j'ai dit non. C'est pas une partie de ma vie, c'est ma vie. Résister. Comment on peut il faut avoir des convictions, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Education must be free. I don't mean in payer. It must be free dans la not propaganda. Pas la propagande, évidemment. Education. Choisir ce qu'on a envie et pas se soumettre. Penser, je crois que ça passe d'abord par là. Travailler, continuer à développer son esprit critique. Tous étaient des humanistes, tous ceux que j'ai connus, les Samuel, les Chavant, des types d'une honnêteté à toute épreuve. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride highway. Drift away while I read. Donc là, en 44,
Ils venaient tous les soirs pendant quelques temps. Hein. Ils avaient leur fusil mitrailleur ici ou mitrailleuse, j'ignore. Hein. Et puis nous étions là. Ils venaient faire le guet, quoi, en fait. Bah, il fallait qu'ils se protègent au cas où. Mais ils ne prenaient rien. La plupart de nos pensionnaires n'étaient plus là. Philippe Veil était parti. Jean de Beauregard, lui, il avait quitté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il avait laissé donc toutes ses affaires et surtout ses cartes compromettantes. Bien, On a une grande pièce avec toutes les cartes d'état-major des Alpes jusqu'à la Méditerranée collées. Plus facile. État-major terroriste. Et comme ma mère, je me souviens, elle était là. Moi, je la regardais là-bas. Elle disait « Nicht terroriste, nicht terroriste !» Bon, puis finalement, ils n'ont pas fait sauter la maison. Et ma mère, au moment justement de l'attaque du Vercors, s'est trouvée à Grenoble. Et elle a été, donc, quand elle a voulu remonter, elle a été arrêtée par les Allemands et qui lui ont demandé ce qu'elle faisait. Alors je ne sais pas pourquoi elle était descendue, parce que je ne sais plus. Et alors elle a pu remonter par le tram, mais là c'était en pleine bagarre. Donc elle est arrivée à Saint-Nizier. Et de Saint-Nizier à Villars, elle est venue à pied, avec des petits talons, avec une autre personne de Villars, Madame Blangonnet, et on lui avait dit « Surtout ne marchez pas sur la route, ils vont vous tirer dessus ». Et elles ont marché tout le long de Saint-Nizier à Villars, au milieu des champs. Et elles entendaient tous les coups de feu qui passaient et tout. Et bon, ben ça, elle ne nous l'a pas dit tout de suite. Vous savez, l'atmosphère était... On a de la chance d'être là, c'est tout, hein, ma famille, parce que on était sinistrés à 100%. J'ai perdu mes 2 oncles, 2 cousins, toute l'entreprise, 4 chauffeurs. Voilà. Et on a recommencé à zéro. Voilà. Ma vieille amie, là, avec qui on faisait des bêtises, toutes les deux, là, elle me dit quand même, de notre esprit, il n'est pas resté des souvenirs dramatiques. Mais qu'est-ce que vous voulez? On faisait le petit boulot de tous les jours comme il aurait dû se faire. Puis s'il y avait une entrave, bon, ben après, on faisait ce qu'on pouvait. Mais ça n'empêchait en rien le déroulement de la vie de tous les jours. Et on se faisait des couronnes à la César, voyez, parce qu'on prenait des épines de sapin, et avec chaque feuille, on faisait une couronne. Ça, bon, bah, voilà, on avait des jeux un peu naïfs, mais on se faisait plaisir de beaucoup de choses, c'est ça. Mais ça, après, c'est devenu dramatique, parce qu'il y a eu ce Saint-Nizier, tout ça. Et un jour, c'était moi qui étais de corvée, je descends avec mon sac tirelire, je descends à Pont-Aven, j'arrive juste au-dessus de la grande rue, je vois une patrouille allemande, alors je me colle contre le mur, puis je remonte. J'arrive en haut, mon frère il m'engueule, il me dit « tu es un faussard, le machin, etc. » Alors je lui dis bah, « écoute, tu vas redescendre et je te suis derrière. » On redescend, la patrouille il repasse, je lui dis « j'ai quand même pas rêvé, non ?» Parce que mon frère il n'avait pas peur de rien. Moi j'étais un peu plus prudent. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas peur. Vous aviez pas... On n'a pas peur de la... On n'a pas peur de... Moi j'étais... Après Saint-Nizier, j'étais parti avec mon père à Saint-Martin-en-Vercors. Bon, ben, mon père était avec Chavant et moi je le suivais. Mais on n'avait pas peur. Hein. J'avais une petite moto, j'allais donner les ordres à nos chauffeurs pour faire transporter des maquis d'un côté, des maquisards d'un côté ou à l'autre. Voilà.
Et vous savez, nous, un jour, on ramassait du foin. Il y a 3 maisons maintenant, c'est à côté de ma maison, un peu plus bas. On ramassait du foin, là, ça appartenait à un neveu de ma mère. Et pendant qu'on était là, il y a un petit zingue, allemand, mais il était à peine à quelques dizaines de mètres au-dessus de nous. Il est venu nous emmerder, il a tiré avec sa mitrailleuse. Bon, il voulait certainement uniquement nous faire peur, mais c'est très désagréable. Vous en aviez un sur la charge de foin. Moi, j'étais devant les vaches, parce que, étant petit, je ne ramassais pas le foin avec les fours. Je bloquais les vaches pour qu'elles ne bougent pas pendant le chargement du foin. Il y avait ma sœur Loulou qui tirait la petite râteleuse à main, là. Ben, on était là, on a continué à ramasser le foin. Qu'est-ce qu'on allait faire? On ne pouvait même pas s'en aller, il était au-dessus de nous. Ce sont des choses bizarres. Ben bon, c'était inconnu, c'était imprévu, mais on faisait avec, et puis la vie continuait. Ouais. Ils passaient au-dessus de la maison avec une autre fois, ils sont passés le matin, et nous, on est à peu près au milieu de... Oui, en mitraillant quoi, j'en sais rien. Oui, ils passaient comme ça, très bas. C'était pour nous intimider. Oui, pour intimider les gens, mais moi je regardais ça, c'était nouveau. Enfin, nouveau. J'avais entendu les avions de bombardement pendant l'hiver 43-44. Une nuit, je suis réveillé, et j'étais dans la chambre de mes parents, et bon, je sais pas, j'ai dû manifester. Oh, on m'a dit, mais ce sont des avions, ils vont bombarder, je sais pas où ils vont. Mais c'est vrai que c'est inquiétant tout ça. Bon, une anecdote, par exemple, le 14 juillet, il y a eu un parachutage extraordinaire, parce que mon père, il voulait surtout pas qu'on aille faire quoi que ce soit. Mais comme c'était nos camions et nos chauffeurs qui allaient ramasser les parachutages, on est parti avec mon frère dans un camion, le jour du 14 juillet. Et on arrive aux baraques, on n'avait plus de pneus, c'était des chaussettes. On crève le pneu avant gauche du camion, et le chauffeur il roulait assez vite parce qu'on était en retard, et il était allé se fracasser contre un arbre, le radiateur nettoyé, etc. Donc on n'a pas été, on ne sera peut-être plus là, c'est sûr, on n'a pas été audacieux, ramasser le parachutage. Voilà. How was the atmosphere at that time? Terrible. Everyone was like that, nerveux, anxious, dangereux. Des copains, il y en a 2 qui jouent au hockey, j'ai joué avec eux. Et puis les autres, on se connaissait très bien. Hein. Mourir si jeune, surtout sans pouvoir se défendre, fusillé, on les descendait du camion, bon, je n'étais pas là, mais paraît-il, ils descendaient du camion et les tuaient au fur et à mesure. Ouais. Enfin, et ça ne s'arrête pas, ça continue. C'est un désastre, ça. Ce qui se passe en Syrie. Et c'est pour ça que quand même, quand il y a eu le débarquement le 6 juin, quand même tout le monde en France a poussé un grand soupir de soulagement et a dit « Enfin, enfin !» Tout le monde a dit ça. Et puis, ça n'a pas été facile, hein, parce que, d'accord, en Normandie on se battait, mais ailleurs, c'était des mouvements qui surgissaient, qui s'opposaient violemment aux autorités en place et aux Allemands, et ça entraînait toujours des conséquences terribles, mais ça a fini par porter ses fruits. Même si ça a été dévastateur pour nous, hein, le maquis, ça a fauché une certaine jeunesse à Bidart, malgré, hein, le 44, c'était triste. Hein. Et c'est pour ça que quand il y a eu le débarquement en Normandie, les jeunes sont tous précipités chez nous. Du jour au lendemain, il y a eu 2000 jeunes
des jeunes de 16, 18, 19 ans, 20 ans. On n'a pas les moyens de les nourrir, pas les moyens de les habiller, etc. De les armer. Les armer aussi. Ça a été dur, hein. Tous étaient des humanistes, tous ceux que j'ai connus, les Samuel, les Chavant, tous, des types d'une honnêteté à toute épreuve. Mais c'était beaucoup des socialistes et francs-maçons. Hein. Et à Londres, c'était des réactionnaires. À l'époque, on était résistants déjà dans l'âme. On n'admettait pas qu'on ait baissé les bras en 40. Et donc on a fait un petit noyau à partir de 42, 43, enfin mes parents, hein, parce que moi j'étais très jeune, ils ont fait un petit noyau, et puis ensuite ça s'est développé, mais c'est parti de Villars. The attitude of the Germans in killing when they didn't have to. L'attitude des Allemands lorsqu'ils tuaient sans y être obligés. Ça, c'était... I have difficulty with that even today. Et même encore aujourd'hui. It's a gratification when they were supposed to be civilized. I don't know how you can do that kind of killing. Il ne sait pas encore aujourd'hui comment c'était possible. Gratuitous. Alors qu'ils n'y étaient même pas obligés. Here's the two words together: gratuitous violence. In other words, it's almost as if I kill you for the fun of it. C'est comme si les Allemands s'amusaient à tuer. Yeah, I can't. Even maintenant, 60 ans, 63 ans, non, 73 après, c'est très très difficile pour moi à accepter. I don't know how you could do that. Fernand Paul, Pascal Alphonse, Thomas Marie, Morin Anaïs, Blanc Marie, Allard Eugénie. Ça symbolise quoi pour vous de venir à une journée comme ça aujourd'hui? C'est rappeler tous ceux qui sont morts pour la résistance, toujours penser à eux et pour qu'on se rappelle qu'ils ne sont pas morts pour rien. C'est pour la France qu'ils sont morts. Résister, c'est quand même un mot qu'on peut utiliser aussi dans la vie de tous les jours et vous pensez que ça signifie quoi exactement? Enfin, ça signifie quoi pour vous? C'est dire non quand on n'a pas envie, choisir ce qu'on a envie et pas se soumettre. Vous pensez que justement la guerre, avoir résisté, c'est ce qui a réuni un peu tout le monde? Oui, je pense, oui. Non, je crois que c'est un problème de mentalité. Hein. Les gens... moi, je sais que mon père, en 40, il s'est mis à pleurer. Je le voyais pleurer sur la table. Ça l'arrachait, quoi. Il n'admettait pas qu'on baisse les armes comme ça, quoi. Pourtant, mon père, c'était pas un gars de l'armée, hein. Pour vous, aujourd'hui, comment on peut résister, préserver un peu notre liberté? I can translate. For you today, how can we resist and preserve our liberty? Education must be free. I don't mean in payer. It must be free. Une éducation doit être gratuite. Not propaganda. Pas la propagande, évidemment. Education. And then you use your mind to make decisions, what you see in the paper, the nouveau, the journal, the text. If you're not educated, you're open to any kind of manipulation. Cette direction, notre direction, fasciste, communiste, démocratie, c'est ici. And pour le peuple, for the people.
You must care about people. That's a democracy. You care, you have respect for people. That's how you know. If you're old, people take care of you. If you're young, you're taken care of. If you're in bad health, there's medicine to take care of you. That's democracy. Yeah. Résister. Il y a des gens qui résistent quand même. Comment on peut il faut avoir des convictions, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ils risquent des condamnations. Vous, parmi les idées circulantes, il faut que vous fassiez votre choix et que vous défendiez ces idées, quoi. Même si elles vont à contre-courant de la mode, hein, il faut savoir ne pas être trop, disons, conventionnel. Hein, parce que, bien sûr, la société n'est possible entre les hommes que par l'établissement de conventions. Mais enfin, les conventions ne sont pas toujours ce qu'il y a de mieux. Hein. Elles sont pas souvent... Enfin, il y en a qui ne sont pas discutées en plus. Oui, mais il faut savoir de temps en temps remettre en cause certaines choses. It describes what people are willing to die for. And it's interesting that the French farmer who saved my life, I had the good fortune of finding him 20 ans après. Ça, c'est un grand secret là-bas. And I said, pourquoi, comme un homme marié avec des enfants, pourquoi vous avez sauvé ma vie? Et il me dit, mais vous saved my life. And I said, but I was a soldier. C'est nécessaire pour faire comme le commandant m'a dit. Mais vous êtes un civil. And you did it. And you were married. And you had something to lose. But I had no argument. He decided that it was important that if I come as a liberator, which I wasn't then because des Allemands après nous. So it means a great deal to me that some individual, simplement un citoyen, a décidé son vie et ma vie. C'est formidable. Ah, l'indignation, bien sûr, bien sûr. Alors heureusement, on ne peut pas perdre ses capacités d'indignation à n'importe quel âge, et quelles que soient les expériences qu'on a eues, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables, bien sûr. Absolument. Quand j'entends la télévision, je ris dans mes brancards. C'est quoi qui vous indigne vraiment, en fait? On n'a plus de moralité, on n'a plus de sens civique. Je sais pas, moi, de moralité, quand on voit que nos politiques, que ce soit droite ou gauche, depuis 40 ans, ils votent des budgets toujours en déficit. On arrive à 2200 milliards de déficit. C'est vous qui les payez, c'est pas nous, c'est vous, les jeunes. Et on fait rien, on continue. Qu'est-ce qui vous indigne particulièrement? L'injustice, c'est ça. Ce qui est primordial chez nous tous, hein, c'est le sentiment d'injustice. Quel qu'il soit, à n'importe quel niveau, que ce soit dans une famille entre les enfants, que ce soit sur le plan politique. Ça a commencé par la bataille de Saint-Dizier, le 13 juin. Et moi, j'avais 14 ans. À cette époque-là, il y a Pierre Besse, dit Jésus, son nom de guerre, qui travaille au Dauphiné de Buret, qui a été blessé à Saint-Dizier. Alors, c'est un de nos chauffeurs, parce qu'on avait des tractions avant, on avait enlevé les sièges et on mettait des brancards dans les tractions. Ah oui. Alors, il y a un chauffeur qui a été chercher ce blessé, et il est passé, en venant de Saint-Dizier, il est passé devant nos bureaux pour dire, bon, il est blessé, mais il ne peut pas continuer parce qu'il avait un taux de truc à faire. C'est moi, à 14 ans, qui ai pris le volant, je l'ai emmené à Saint-Martin-en-Vercors. Saint-Martin-en-Vercors, le maquis avait fait un hôpital. On les a d'abord emmenés
dans le Diois parce qu'on voulait les mettre aux hôpitaux de Die. Et puis à Chamalloc, quand on est arrivé là-bas, les maquisards nous ont dit « Les Allemands sont là, il faut les remonter ». C'est mon oncle Paul qui conduisait le car. On avait enlevé toutes les banquettes et on avait mis les blessés là-dedans. Il y avait les gros blessés étaient là-dedans. Alors donc il est remonté. Et moi je le suivais avec une camionnette avec mon frère et puis on est remonté et c'est de là qu'il a reçu l'ordre de les emmener à la côte de la Lure. Et mon frère a dit, moi, pas question, je ne veux pas dans la grotte de la Lure. Il me dit, oh ben on va mettre les blessés à la grotte de la Lure. Il faut que tu ailles à la grotte de la Lure. J'ai dit, moi je ne crève pas dans un trou, je ne veux pas, je ne connais pas. Et après on est parti à Pont-à-Royan, au lieu dit le paradis, c'était le paradis puisqu'on s'est sauvés. Je suis resté là-bas jusqu'au 5-6 août, puis je suis revenu sur Grenoble là, pour venir voir mes grands-parents. Moi, je me souviens, il y avait au collège, je ne sais pas pourquoi, un Polonais qui s'appelait Novak, qui avait 16 ans. Il était bien, ce type-là. Il était intelligent, on nous le montrait en exemple, il avait 16 ans. Il avait des bonnes notes, il était comme ci, il était comme ça. C'est le plus jeune des Polonais. Fasciste, communiste, démocratie, c'est ici. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flowed, we did get better. Put on a smile every ride. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flowed, we did get better. Put on a smile every ride I would. Drift away while I read newspaper. Put on a shelf, take it out right after. Let me go out with my jackets and